Bonjour à tous. Merci d'être venus au Forum Horizon pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là avant. Donc le Forum Horizon, non, mais on a la vocation d'essayer de mettre en lien un peu les étudiants avec des structures qui rejoignent un peu leurs valeurs écologiques et sociales. Et puis c'est pas que des rencontres avec des entreprises. On essaye de créer des temps de débat, des espaces d'échange autour des sujets qui sont liés intrinsèquement à la transition de nos sociétés. Donc là, c'est la deuxième table ronde. Après celle sur les entreprises et le climat, on va essayer de parler un peu de low-tech, de sobriété, de toutes ces choses-là, termes qu'on va définir. Et donc moi, là, pour l'instant, je vais vous proposer de chacun vous présenter un petit peu. Donc je vais commencer, puis après, je vais vous donner la parole. Vous donnerez la parole chacun à la personne de votre choix, histoire qu'on se présente tous. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Expliquez-nous un petit peu d'où vous venez, où vous êtes et qu'est-ce que vous y faites. Pas forcément seulement ce qui vous permet de manger, mais aussi les activités qui vous tiennent à cœur, à quoi vous êtes en train de prendre part actuellement. Et puis on y va. Donc moi, c'est Amine, je fais partie de l'organisation du Forum Horizon, je suis étudiant à Centrale Nantes. Et je vais passer la parole à Rémi. Bonjour, moi c'est Rémi, je suis aussi partie de l'organisation du forum et donc je vais m'occuper de vous poser les questions à la fin et d'animer le chat. Peut-être désigne quelqu'un, Rémi. Vincent, Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu quelques soucis au démarrage avec des problèmes techniques. Ça tombe bien, on parle des low-tech, la technique n'est pas neutre. Moi, je m'intéresse à ces questions-là depuis une quinzaine d'années, notamment sous le prisme de la décroissance. Non pas parce que il faut décroître notre empreinte écologique qui est urgent, mais aussi et surtout parce que je crois qu'il faut décroire, il faut décoloniser nos imaginaires. Et c'est ce que j'ai la chance de faire au quotidien à Budapest, dans une petite coopérative qu'on a co-créée avec des amis, qui s'appelle Cargonomia et qui fait le lien entre une petite ferme bio, des jardins urbains en permaculture et en agroforesterie urbaine, un petit atelier vélo, on fabrique des vélos cargo et différentes solutions low-tech pour les transports en milieu urbain, et puis un centre logistique où on fait le lien entre nos vélos cargo et des produits bio locaux pour les distribuer dans la ville. Et autour de ça, on a pas mal d'activités de recherche, de pas mal d'événementiels, un peu moins depuis un an du fait du Covid, pas mal de workshops, pas mal de débats d'idées et puis aussi beaucoup de festifs. Donc on est un peu dans une période compliquée parce que tout ça est un peu à l'arrêt, mais on continue et on s'amuse bien avec nos légumes, nos vélos cargo. Et c'est un plaisir de me retrouver aussi aujourd'hui une fois de plus avec un partenariat avec Centrale Nantes et les Nantais, puisque on reçoit régulièrement des Nantais, notamment de Centrale Nantes l'année dernière à Cargonomia, qui avait produit un travail de réflexion remarquable sur comment repenser le rôle de l'ingénieur d'un point de vue de la décroissance. Et je vais faire référence aussi un peu à ça dans cette discussion. Super. Et tu peux donner la parole à quelqu'un, Vincent? Alors, j'essaye de regarder les noms qui ne s'affichent pas. Ah, Euh, c'est la, pas la demoiselle qui a un tableau rouge derrière elle. Ou un rideau, pardon. Ah, ton micro est coupé maintenant, on t'entend pas très bien. Super. Pardon. Ouais, c'est Manon Garnier. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai étudié à l'INSTA ParisTech avec. Donc c'est une école assez généraliste où puis après, je me suis un peu spécialisée en mécanique des fluides. J'ai été ensuite embauchée en 2015 par Hydrocéan suite à mon stage de fin d'études. Alors, peut-être que vous connaissez un peu les étudiants de Centrale connaîtront peut-être Hydrocéan. C'est une entreprise qui s'est créée à partir des outils numériques développés par le Léa. Donc voilà, j'y ai travaillé pendant 4 ans. Je suis ensuite partie de l'entreprise, donc qui était devenue ensuite Bureau Veritas Solutions, parce que c'est fait racheter par Bureau Veritas.
J'ai ensuite, donc c'était en septembre 2019 que j'ai démissionné de l'entreprise. Ensuite, pendant 1 an, j'ai voulu prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire et notamment à ce que je voulais faire et qui soit utile en fait, utile à la société face aux enjeux écologiques. Du coup, j'avais besoin de découvrir de différentes alternatives. Donc là, j'ai fait des woofing ou chantiers participatifs. J'ai eu plusieurs expériences comme ça. Et ensuite, en septembre 2020, j'ai commencé à travailler à Appala. Donc Appala, c'est basé sur l'île de Nantes à la Grenote, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un réseau d'acteurs en fait qu'on dit petits acteurs, parce qu'en fait Appala, c'est l'acronyme de aux petits acteurs l'avenir. Et l'idée, en fait, chaque petit acteur porte un projet dont le but, c'est de proposer des solutions low-tech pour un mode de vie plus soutenable. Donc pour l'instant, il y a six petits acteurs principaux. Mais après, si quelqu'un a des projets à apporter et souhaite profiter un peu du réseau d'Appala et être soutenu par les membres d'Appala, peut venir aussi, peut se rajouter et faire partie d'Appala. Mais pour l'instant, il y en a 6. Le premier, c'est sur l'alimentation soutenable. Il organise notamment des buffets pour sensibiliser sur ces questions-là, sur l'alimentation végétale. Il y a une production et une distribution d'or blanc, c'est aussi un parmesan végétal. Et il y a beaucoup aussi d'infographies qui sont produites à partir de papiers scientifiques. Et il y a une bonne partie qui est disponible sur le Facebook d'Appala. Un autre petit acteur, c'est Enerlog, qui propose des stages sur la fabrication de capteurs solaires. Et puis après, il y en a d'autres. Il y a le dôme géodésique, vélo. Et puis, moi, les deux sur lesquels je travaille, c'est le poêle de masse et le mur à inertie. Donc, c'est plus sur des sujets de chauffage thermique. Pardon, tu disais quelque chose ? Oui, c'est sur la rénovation thermique et les enjeux énergétiques autour du résidentiel. Bon, je pense qu'on va avoir l'occasion d'aborder ça. Okay. Jean-Baptiste ? Allez, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Jean-Baptiste Tony, je suis ingénieur de l'École centrale de Nantes, diplômé en 2010. C'est aussi pour ça que j'interviens, parce que je suis plus basé à Nantes, maintenant je suis installé à Nantes. Mais c'est toujours un plaisir de revenir aux sources. Diplômé en 2010, alors à l'époque j'avais fait 2 options, gestion de projet, option hydrodynamique et tenue océanique, thématique sur lesquelles je n'ai absolument pas travaillé. Ouais. Mais c'était quand même très, très, très intéressant. Aujourd'hui, alors je vais faire plutôt mon petit parcours rapidement, mais ça peut intéresser certains. Alors j'ai commencé de manière assez classique dans une grosse boîte allemande d'automobile, ce qui ne m'intéressait pas vraiment, mais bon, j'ai suivi la voie qu'on donne, enfin en tout cas à l'époque on donnait souvent aux ingénieurs, c'est ne fais pas ce qui te plaît, fais ce qui est bien pour ton CV. Donc du coup j'ai fait ça et finalement ça ne m'a pas plu bizarrement et j'ai fini par quitter l'entreprise avec fracas en 2015. J'ai quand même tenu 4 ans et demi avec un burn-out et tout ce qui va bien parce que j'étais complètement en quête de sens et c'est bien de voir un peu tout ce chemin que vous faites à étudiant aujourd'hui sur cette voie-là. Moi j'ai dû le faire une fois que j'étais déjà en place dans le monde du travail. Donc j'ai quitté ma boîte en 2015, je suis parti faire un tour du monde pendant 1 an et demi.
J'ai passé notamment un an dans un van en Nouvelle-Zélande. Donc, ça remet beaucoup de choses en place. On parlait de sobriété à la table ronde précédente. Donc là, j'ai pu en faire l'expérience. Et je suis rentré à Bordeaux. Je me suis installé à Bordeaux en rentrant en 2017. J'ai été rapidement prof de maths et sciences dans un lycée professionnel. Ça ne m'a le métier était très intéressant, mais le cadre de travail me plaisait pas du tout. J'avais pas l'impression d'avoir un impact. Je pense que il y a assez peu de professeurs qui, face à des classes de 30-35 élèves, ont l'impression d'avoir un impact. Donc du coup, j'ai pas continué non plus. Et j'étais assez exigeant finalement par rapport à ma recherche de travail. Je voulais absolument pas faire de greenwashing. Je voulais pas du tout me retrouver dans une boîte qui allait me balader un petit peu et qui ferait de moi la caution écolo. Donc finalement en 2019, pendant un an, je me suis engagé, j'étais militant climat, j'étais coordinateur d'ANV COP21 Gironde. Donc on a fait un certain nombre d'actions, des blocages à Paris, à la Défense. Je ne sais pas si certains étaient présents dans les bureaux à cette époque-là, mais on a bloqué 4 tours de la Défense. Voilà, j'étais coordinateur donc à ANV COP21 Gironde. Et depuis mi-2019, j'ai monté le projet Low-Tech Bordeaux, dont on aura l'occasion de parler, j'imagine, mais qui est une communauté de plus en fait dédiée à la low-tech à Bordeaux et en Gironde. C'est quelque chose qui manquait cruellement sur le territoire. Et également, c'est tout frais, depuis juillet 2020, je suis également élu à la mairie de Bordeaux. Et je suis donc conseiller municipal délégué en charge de l'économie circulaire, du zéro déchet et des monnaies locales. Voilà. Super. Bon, ben, il reste toi, Kevin. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais, super. Parfait. J'ai changé de connexion dans le doute. Eh bien, merci beaucoup de me recevoir déjà. Salut JB. Salut Kevin. Donc moi, je m'appelle Kevin Lesley. Donc je suis ingénieur également, diplômé en 2016 de l'INP de Grenoble. Et qu'est-ce que je fais actuellement? Rapidement, mon parcours, j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans dans l'innovation ouverte dans le centre de recherche du CEA à Grenoble sur la question des ressources limitées et des low-tech. Il s'est avéré que le sujet avait un peu du mal à transpirer en dehors du domaine de l'innovation ouverte et réellement intégrer les projets du CEA. Et donc, j'ai fait la connaissance à peu près en même temps de l'association Low-Tech Lab. Et donc, peu de temps après, en mi-2018, début 2019, on a monté Low-Tech Lab Grenoble avec quelques amis, qui est donc une association également. Et j'ai rejoint le Low-Tech Lab aussi là depuis un an pour continuer à accompagner, développer d'autres communautés locales dans des villes de France et du monde, puisqu'on croit que vraiment l'accompagnement sur le terrain, être proche des territoires est essentiel là-dedans, que l'action qui était menée de base, on en parlera aussi sûrement après, mais de recenser, de documenter des technologies, c'est le premier pas pour rendre le savoir accessible sur Internet, par exemple. Mais qu'ensuite, c'est pas forcément suffisant pour que les gens passent à l'action. Et c'est surtout pas forcément adapté à tous les territoires. D'où cette volonté de développer le programme communautaire comme on est en train de le faire. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en plus de ça, j'ai passé une belle année 2020 parce que j'ai eu la chance de travailler avec une compagnie artistique avec qui on a monté depuis 2 ans un projet de tournée de spectacles vivants sobre et autonome en énergie. Et donc, qui se trouve que c'est un spectacle qui a pu tourner en 2020 puisqu'on jouait en extérieur et pour moins de 200 personnes. Donc on ne s'est pas retrouvé bloqué par la situation, enfin un petit peu quand même, mais bien moins que d'autres. Et donc c'était une très chouette expérience également qui m'a pas mal ouvert l'esprit sur les autres modes de diffusion
notamment autour des imaginaires, ce qu'a évoqué Vincent. Et à mon avis, les artistes ont aussi une grande part de responsabilité, enfin, surtout de potentiel d'action et de changement à travers ça. Super. Bah, c'est super, merci à tous d'être là. Et moi je voulais commencer, peut-être que les gens ne sont pas forcément aguerris au sujet. Peut-être que Rémi, tu peux envoyer la première question sur est-ce que les gens ont déjà entendu le terme de low-tech. On va envoyer ça dans le chat. Il y a un petit temps de latence entre le live et ce que reçoivent les gens, donc on va attendre. Hop. Donc, en attendant, est-ce que vous pouvez me donner votre définition de ce que c'est la low-tech? Peut-être qu'on peut commencer par, je ne sais pas, Vincent. Alors, c'est une vaste question. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de définition qui fasse consensus. Donc, on a chacun un peu nos propres projections par rapport à ce que c'est que le low-tech. Moi, j'associe pas mal la notion de low-tech à la décroissance ou à la permaculture ou à différents types de mouvements et d'approches qui nous invitent à nous poser vraiment beaucoup de questions sur notre rapport à quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, mais surtout de manière souhaitable. Et autour des low-tech, je crois qu'il y a vraiment toute une réflexion très philosophique et très sociétale où on va partir d'un problème qui peut être très concret, très simple. On va essayer de trouver une solution technique et cette réflexion-là va nous amener à nous poser des questions sur notre rapport à la technique, sur notre rapport à l'accès aux connaissances et donc à la démocratie, sur notre rapport à la production de cette technique et donc notre rapport au travail. Est-ce qu'on va le faire de manière beaucoup plus simple, géosourcée, locale et donc appropriable et donc peut-être plus artisanale et moins efficace. Donc ça nous invite à nous poser des questions sur le rapport à l'efficacité. Le low-tech demande beaucoup de créativité. Donc ça nous invite à questionner la notion d'innovation qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des discours politiques des multinationales, notamment de manière caricaturale autour de la 5G. Alors qu'est-ce que vraiment l'innovation? Est-ce que l'innovation c'est toujours plus de technique ou l'innovation c'est toujours plus de bien-être? Donc ça, le low-tech pour moi c'est un peu un concept assez flou qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses parce que les réponses doivent être appropriées par l'ensemble des citoyennes et des citoyens et ça nous amène vraiment à poser la question de la technique qui n'est pas neutre et à quel stade de nos choix de société, sur qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, sur quel sens on donne à nos vies, à nos activités, à nos savoir-faire, et à quel moment la technique intervient et elle intervient en prenant des décisions avec qui et comment. Super. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce qu'a dit Vincent? Vous partagez entièrement? Ouais, Manon. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Vincent. Et c'est vrai qu'il y a vraiment la question du besoin fondamentaux, en fait. Quand on parle de low-tech, de pas créer des objets superflus. Et après, ce que je voulais compléter aussi par... il y a aussi une notion vraiment de réparabilité et de ce que les gens se réapproprient le savoir-faire. Donc, il y a... je pense qu'il y a tout un penchant sur le côté de la formation et de se reformer ou de se former en fait à certaines pratiques, à certaines à certains savoir-faire en fait. Ok. Ouais, si je peux rajouter une petite chose, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ce soit ces définitions-là qui a été sorties dès le début. Le gros risque qu'il y a sur alors déjà effectivement, je rejoins, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle. Il n'y a tellement pas de définition officielle qui disent le low-tech et d'autres qui disent la low-tech. Bon, mais c'est bien l'image en fait de ce que c'est. Mais ce qui est très important, c'est aussi le gros risque qui porte la low-tech. Comme il n'y a pas de définition, il y a un gros risque de récupération et
et un gros risque de passer à côté de ce qui fait l'essence de la low-tech, ce qu'a dit notamment Vincent, un certain nombre de remises en question de nos fonctionnements de société, de nos besoins, de la place de l'innovation. Les low-tech, c'est pas uniquement des technologies qu'on fabrique. Et effectivement, un gros risque aujourd'hui que demain, de très grosses boîtes, Total, pour ne pas les citer, mais c'est juste un exemple, se mettent à faire de la low-tech juste parce qu'ils abordent l'aspect technologique du concept et pas l'aspect sociétal du concept. Parmi les communautés de low-tech en France, on est très nombreux à porter l'idée que pour nous, l'innovation est un bien commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on innove et qu'on invente un système qui répond qui apporte quelque chose pour la société, on n'a pas à breveter à tout va, on n'a pas à privatiser cette innovation. C'est vraiment un bien commun. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on n'est pas, c'est pas défendu officiellement puisqu'il n'y a pas de mais ça, je pense que c'est un aspect auquel on doit vraiment s'accrocher parce que c'est de la low-tech. Peut-être Jean-Baptiste, une petite parenthèse, si jamais tu as des écouteurs ou quelque chose comme ça a coupé par moment, mais voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a cette grosse dimension open source que moi j'ai retrouvée, je suis pas un expert, mais que j'ai retrouvé en parlant avec pas mal d'acteurs de la low-tech. Open source, de mettre à disposition à grande échelle ce qu'on a trouvé, ce qu'on a développé et de pas privatiser en effet. Ok. Bon, alors pour rentrer direct dans le vif du sujet, Jean-Baptiste qui a eu une petite problème de connexion. Pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet, c'est vrai que je vais vous demander chacun de me parler d'une innovation low-tech pour donner des exemples concrets un petit peu aux étudiants qui nous écoutent. Peut-être qu'on peut commencer par Manon parce que la table d'avant, on a parlé de l'impact des entreprises sur le climat, enfin de la manière dont elles peuvent s'engager, et on avait rappelé que le résidentiel en France, c'est le quatrième poste d'émissions de gaz à effet de serre, on a 13%. Donc, ça comprend comment se chauffer, notamment. Il me semble que toi, tu travailles sur quelque chose autour de ce sujet-là. Ouais, sur ce sujet-là, il y a même je peux parler de deux produits. Donc, on essaye de développer et de sensibiliser au poêle de masse. En fait, le poêle de masse, c'est un poêle de chauffage classique auquel on rajoute de l'énergie thermique. Donc, ça peut être typiquement des briques réfractaires. Et en fait, la fumée de cheminée passe, on lui fait faire un circuit dans ces briques pour que ça permette de récupérer toutes ces calories. Et les avantages, c'est que ça permet de lisser beaucoup plus de manière plus efficace, en fait, la température, ça régule la température dans la pièce. Et donc, ça apporte un meilleur confort thermique. Et puis aussi, ça va permettre de moins avoir besoin de chauffer, puisque en fait, l'ensemble de l'énergie du bois qui aura été utilisé va pouvoir être restitué de manière un peu plus optimale, parce que plus lissé dans le temps. Et du coup, le problème par contre de ce système de chauffage, c'est que c'est un peu coûteux, parce qu'il y a beaucoup de maçonnerie notamment, et donc du coup, ça prend pas mal de temps à faire. Et nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est donc de concevoir en fait un poêle de masse qui soit, c'est déjà ce qu'on a commencé à faire, mais qui soit donc open source, bien documenté, et qui puisse être vendu en kit, donc assez adaptable, assez relativement facilement fabricable. Et aussi, ce qu'on souhaite faire aussi en parallèle, c'est de le faire certifier pour que justement il y ait aussi ce côté sécurité et que le public puisse savoir vraiment ce qu'ils achètent. Ok, super. Ouais. Après, je peux parler peut-être du mur à inertie aussi. Ouais, tu m'en avais parlé.
Et alors le mur à inertie, donc on est un peu sur le même principe. Enfin, en fait, l'idée c'est de fabriquer des briques de terre crue. Donc là, l'avantage des briques de terre crue, c'est qu'il y a une empreinte écologique qui est très faible puisqu'il n'y a pas du tout besoin de chauffer ces briques-là. Et la matière première, bah, c'est la terre, donc bah, c'est inépuisable et ça permet de faire des constructions. Ça peut faire des murs porteurs, ça peut faire à peu près tout comme construction. C'est déjà utilisé dans pas mal de pays pour construire des maisons. Et donc on souhaite sensibiliser nous sur ces sujets-là, de former aussi à la fabrication de ces terres-là, de ces briques-là. Et puis aussi, on propose des kits donc de murs à inertie, donc à mettre par exemple devant une grande baie vitrée pour que ça puisse stocker la chaleur du soleil. Oui, il y a cette dimension dans la low-tech aussi qu'on avait peut-être un petit peu passé sous silence, même si Vincent allait dire un mot dessus. C'était une faible quantité de ressources nécessaires et pour qu'il y ait une reproductibilité, si je peux utiliser ce mot, un petit peu à divers endroits, peu importe les moyens dont on dispose. Du coup, Kevin, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, toi, d'un projet low-tech sur lequel tu as travaillé Ouais, bah, je vais vous donner un exemple très pratique, une activité du deuxième confinement. On a installé des toilettes sèches chez moi Ah oui. et en fait, je me rends compte que j'avais encore pas vraiment bien saisi la portée complète de ce système parce que c'est souvent mis en avant au travers des économies d'eau qui sont possibles à réaliser. Effectivement, c'est quand même conséquent. Mais bon, on pourrait se dire, on pourrait avoir des toilettes à l'eau de pluie, que ce serait pas si terrible. Mais en fait, le principal intérêt des toilettes sèches que j'ai maintenant, enfin, que je comprends de mieux en mieux, c'est parce que ça a un sens écosystémique que de faire retourner ce qu'on appelle les déchets, mais qui n'en sont pas évidemment, à la terre, puisque la manière actuelle dont on traite nos eaux usées sépare entièrement ces matières-là de la terre, alors qu'elles ont tout intérêt à y retourner, puisqu'on va extraire beaucoup de matière pour en faire de l'engrais, les réintroduire dans notre système agricole, alors que fondamentalement, on n'en a pas besoin, puisque nous-mêmes, on produit l'engrais dont on a besoin pour faire pousser ce qu'on mange. Donc j'aime beaucoup cette low-tech parce qu'elle paraît simple. En plus, elle s'attaque rapidement à des points de confort qui peuvent être sensibles dans nos sociétés occidentales, disons. Et pourtant, c'est très simple d'utilisation. Au final, je trouve ça beaucoup plus confortable que les toilettes classiques. Ça se bouge pas. J'ai aussi passé mes vacances de Noël à essayer de déboucher des toilettes et c'est pas marrant. Je préfère largement vider mon seau de toilette sèche que déboucher les toilettes. et voilà, donc Ok. je vote pour les toilettes sèches. Ok, super pour cette low-tech là. JB peut-être? J'allais dire la même chose en fait. Comme quand en fait on est très proche avec le Low-Tech Lab, donc c'est pas pour rien. Euh, les toilettes sèches, c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement fort. Et là, alors je vais prendre peut-être plus ma casquette d'élu parce que c'est intéressant. En fait, on a la chance à Bordeaux d'avoir un projet qui se monte depuis un an ou deux qui s'appelle la Fumianerie, qui installe en fait chez les particuliers des toilettes sèches et qui organise derrière tout ce qui va être collecte et valorisation. Euh, et, et en fait, au niveau de la ville de Bordeaux, on essaye de suivre. On a envie de développer entrer vraiment dans cette démarche-là. Donc, l'objectif, ce serait d'en installer un maximum dans les bâtiments publics, au moins pour permettre aux gens d'avoir le choix. Mais c'est un enjeu qui est énorme en termes d'effectivement, je suis d'accord avec Kevin, il y a des économies d'eau qui sont énormes. Alors en ville, la récupération d'eau de pluie n'est pas forcément quelque chose qui est hyper simple parce que ça demande des travaux énormes en fait à des infrastructures. Et il faut qu'on y aille, hein, mais en gros,
il suffit pas juste de le décider, c'est pas dans un an que tous les bâtiments de la ville vont être équipés en récupérateur d'eau de pluie, quoi. Et puis dans tous les cas, cette récupération d'eau de pluie, vaut mieux l'utiliser à autre chose que pour ça, quoi. On peut l'utiliser pour les lave-linges, voilà, pour plein d'autres choses, alors que les toilettes sèches, c'est quand même, on va faire effectivement des économies d'eau, mais on va faire, enfin, c'est un apport qui est énorme pour la terre, quoi. Et la ville de Bordeaux, mais comme quasiment toutes les villes de France aujourd'hui, réfléchissent beaucoup aux enjeux de résilience alimentaire. La résilience alimentaire, il suffit pas juste d'installer des agriculteurs à 2-3 endroits de la ville. Il faut aussi leur apporter des solutions en termes d'intrants. Et aujourd'hui, plutôt que de se baser uniquement sur des intrants qui sont fabriqués à base de pétrole, ben là, on a des solutions. Les déchets organiques alimentaires, parce que finalement, le compostage aussi, hein, c'est de la low-tech d'une certaine manière, hein. Le bokashi ou autre. Et les toilettes sèches, ben, c'est des intrants qui sont énormes pour l'agriculture urbaine. Donc, on a tout intérêt à les développer, quoi. Ok, génial. Vincent, toi, si je te laisse parler, tu vas nous parler de la mobilité peut-être ou de Ouais, je vais parler un peu de mobilité. Je vais juste te faire une petite blague pour rebondir sur le sujet qu'avait abordé au début Manon. On pourrait parler aussi de panneaux solaires thermiques. On fait chauffer de l'eau ou directement des chauffeurs solaires. Mais le truc le plus efficace pour isoler sa maison, c'est de porter un pullover l'hiver. Et je crois que c'est l'outil le plus low-tech qui soit et le plus simple. Et on a tous des tas de pullovers qu'on n'utilise plus dans nos maisons. Donc le low-tech, c'est vraiment faire un pas de côté et aborder les sujets différemment. Et toutes les solutions avec beaucoup de créativité, en général, s'ajoutent les unes aux autres. Et on prend en général beaucoup de plaisir à explorer tout ça, à faire soi-même, à bricoler, à partager sur les forums. Moi, j'ai fait comme si ça marchait bien, mais fais plutôt comme ça, etc. Et c'est vrai que nous, Cargonomia, l'un de nos gros hobbies, et c'est un de mes hobbies particuliers, c'est tout ce qui tourne autour du vélo. Et c'est intéressant parce que le vélo est le système qui a le meilleur rendement pour le transport. Même si on compare le vélo à un lapin ou un guépard, qui sont des animaux assez légers qui courent très vite. Mais pour 1 joule investi, on va se transporter beaucoup plus vite que n'importe quel autre animal ou n'importe quel autre système de transport. Donc on peut avoir des systèmes de transport qui peuvent être beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants, mais le vélo reste de loin le plus efficace. Et quand on parle vélo, on parle de la roue, on parle du système de chaînes, de pignons, etc. Et en jouant avec ça, en fait, notamment si on y ajoute aussi toutes les logiques autour de câbles, de poulies, etc., on peut faire énormément de choses avec beaucoup de subtilité, sans faire beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui est assez formidable avec le vélo. On peut même coupler les efforts avec des vélobus où tout le monde va pédaler calmement et puis on va avoir un truc sympa où on va être en rond et discuter tout en avançant. On peut faire le tour du monde en vélo et le tout sans pratiquement polluer parce que une fois qu'on a fabriqué un vélo de manière assez intelligente, la plupart des pièces peuvent durer très longtemps, plusieurs décennies. Un cadre de vélo peut durer presque un siècle, voire plus. Si on essaye de le faire d'une manière intelligente, on peut toujours le réparer s'il est fait pour être réparable. Et on peut faire plusieurs tours du monde tout en y prenant beaucoup de plaisir et en se rencontrant. Et la dernière chose, moi, que j'aime autour du low-tech, en particulier, je viens d'avoir un enfant en bas âge et j'ai hâte de le mettre dans notre vélo cargo pour enfants parce que c'est aussi un autre rapport aux autres. Et quand on se balade avec un vélo cargo et des gens qui sont assis dans le vélo cargo, des enfants, en fait, on a un rapport humain tout de suite tout à fait différent. Ça crée des sourires, ça crée du lien, etc. Et donc, le low-tech, c'est aussi ça, c'est de la convivialité, c'est un autre rapport à l'autre, c'est un autre rapport au partage. Et c'est beaucoup de joie de vivre à travers la créativité et les contacts. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'allais vous demander si c'était pas plus finalement un mode de vie qu'un mouvement de la tech parce que c'est vrai que ce que tu racontes c'est bon mettre un pull en fait voilà ça nous ramène à la question est-ce que c'est vraiment nouveau la low-tech et est-ce que le monde du futur a pas des saveurs un petit peu du monde d'avant mais il y a bien avant donc ouais c'est super est-ce peut-être que Rémi on peut envoyer une deuxième question dans le chat là pour faire participer les gens pour celle sur les métaux rares, tu vois, de laquelle je parle. On voulait, voilà, pour parler de cette donnée de la low-tech qui est
qui est d'avoir un faible apport en ressources pour les fabriquer. On va sonder un peu les gens. Combien de métaux rares vous pensez qui sont présents dans un smartphone? Juste pour Vous pouvez participer aussi, hein, vous pouvez répondre là, même si vous êtes autour de la table ronde. On va voir les réponses. On parle de low-tech, donc on parle forcément de faible impact et un faible niveau de ressources qui est nécessaire. Bon, je participe pas, j'ai triché, je connais déjà la réponse. Et alors, il faut savoir que dans les années 90, les GSM avaient comme une trentaine de métaux rares. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on pense avoir progressé, innové, on en a besoin de plus. On a besoin de 50 à 55 métaux rares en moyenne dans un smartphone, alors que les smartphones sont plus petits. Donc, en même temps, on complexifie le recyclage et en plus, on demande plus de ressources. Et bon, moi, j'ai pas posé une question sur les smartphones de manière anodine. J'avais une idée derrière la tête. Je pouvais pas faire une table sur les low-tech sans parler de la high-tech. Et c'est vrai que l'actualité récente sur la 5G, ça me semblait intéressant. Est-ce que on va rentrer direct dans le vif du sujet? C'est pour vous, ça, c'est du progrès? Est-ce que la 5G, on en a besoin? Est-ce que c'est ça le progrès? Je vais me permettre de répondre en faisant le lien avec ce que disaient Vincent et Manon au début, c'est que certains vont peut-être présenter la 5G, je ne sais pas pour quelle raison, comme étant de la low-tech parce que ça consommerait moins, etc. Sauf qu'en fait, derrière, ce qui manque évidemment, c'est que on n'aura pas remis en question nos besoins. Et ça, c'est clairement ce que ne fait pas la 5G. La 5G ne remet pas en question nos besoins. Parce qu'on a vraiment besoin d'aller toujours plus vite avec nos smartphones. Enfin, honnêtement, ça, c'est ma box Internet chez moi. Moi, ça fait 5 ans que j'ai pas de box Internet. Est-ce que j'ai vraiment, enfin, et ça me suffit largement, hein, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc, et j'ai un forfait de 50 gigas. J'ai pas besoin de plus, en fait. Et je pourrais me limiter à encore moins. Donc là, on crée du besoin, qui n'existait pas. Donc clairement, ça ne peut pas être de la low tech et c'est pas, pour moi, c'est pas ce que j'appelle du progrès, quoi. Mais après, c'est un avis personnel, un avis militant. Vincent, j'ai cru que tu allais tout à l'heure nous faire un discours sur la 5G. C'est vrai que tu avais failli aborder le sujet déjà. Ouais, non, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est pas uniquement que ça répond pas, c'est pas qu'on en a pas besoin, mais c'est que la 5G, ça s'inscrit dans cette dynamique de créer toujours plus de besoins. Donc, on n'est plus dans une logique de se poser la question quels sont vraiment nos besoins fondamentaux et comment y répondre de manière souhaitable et soutenable. On est vraiment dans une logique de comment créer toujours plus de besoins, toujours des plus futiles et des plus inutiles. Et autour de la 5G, c'est un bel exemple d'une forme de fascination qu'on a dans notre société pour la technologie. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que très souvent, le moins on comprend ces technologies et on comprend ce qu'il y a derrière en termes, on parlait d'extractivisme et de ressources naturelles nécessaires pour les produire, en termes d'impact énergétique pour les faire fonctionner, en termes de fin de vie et de pollution et d'incapacité de récupérer pour recycler, etc. Bah, le moins on comprend, le plus on va être fasciné par ces technologies. Et ces dernières années, toute cette fuite en avant derrière cette forme de nouvelle religion d'une fausse innovation est souvent portée par des gens qui viennent du monde de marketing, qui viennent des écoles de commerce, des politiques qui sont eux-mêmes sous influence de certains discours marketing et ainsi de suite. Et on est dans cette fuite en avant qui nous amène vers toujours plus d'effets rebonds, c'est-à-dire que plus on va organiser, plus en apparence d'efficacité énergétique ou de puissance énergétique, plus on va développer ces énergies ou plus on va développer les services et plus l'impact général va augmenter. Donc les énergies renouvelables s'ajoutent aux précédentes énergies qu'on avait toujours su utiliser les unes après les autres. Et puis on s'inscrit totalement dans des seuils de contre-productivité pour faire le lien avec la pensée d'Ivan Illich, c'est cette idée que lorsqu'on on commence à aborder un problème uniquement sous le prisme de solutions techniques ou technologiques ou structurelles ou institutionnelles, très vite,
là où ça répondait à des besoins fondamentaux bien réels, on va se retrouver face à des formes d'aliénation, de dépendance qui vont faire que les choses deviennent contre-productives. Et c'est l'exemple de la voiture, comme Ivan Illich le disait dans les années 70, en faisant un petit calcul provocateur, quelle est la vitesse moyenne d'une voiture, si on prend aussi en compte le temps qu'il faut travailler pour financer sa bagnole et puis toute l'infrastructure automobile qui va avec et les méfaits que ça peut représenter. Et il trouvait qu'on trouvait une vitesse moyenne autour de 5 km/h, qui est grosso modo la vitesse moyenne de la marche à pied. Donc on est complètement dans une logique de créer un système extrêmement puissant, des bolides, aujourd'hui des SUV totalement délirants qui peuvent aller à 150 km/h avec une forme d'utilisation qui consiste en fait à travailler plus pour la financer et puis à devoir l'utiliser pour aller bosser. Alors moi aujourd'hui avec le télétravail et le Covid, et puis se retrouver avec des moyennes de 15 km/h en ville, voire passer des heures dans des embouteillages seul dans une voiture assis. Et une fois de plus, s'intéresser au low-tech, c'est toujours en premier lieu poser la question des usages. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si on en a besoin, est-ce qu'on en a besoin de manière aussi puissante, aussi forte, aussi quotidienne ou individuelle, etc. Et après, aller dans les questions de la technique. Et c'est pareil aujourd'hui avec cette ineptie de la 5G, quoi, d'avoir des techniques toujours plus fortes pour savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir la fenêtre. Est-ce qu'on le fait quand on a chaud l'été, la nuit, ou est-ce qu'on le fait en plein hiver quand il fait -10 en pleine journée? Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'intelligence artificielle pour des choses aussi simples, mais c'est juste retrouver du bon sens et du temps pour au quotidien apprécier le bon sens. Oui, parce que quand on parle de nouvelles technologies, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est l'effet rebond. C'est beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs de la 5G et d'autres innovations, c'est pas que le sujet de la 5G, qui ont permis plus d'efficience énergétique, soulignent qu'on est pris au piège de l'effet rebond. Donc, est-ce qu'il y a un de vous qui pourrait expliquer ce que c'est l'effet rebond, qui pourrait en parler? Je ne sais pas, Kevin, Manon, peut-être, Jean-Baptiste. Oui, je veux bien en parler. Je voulais rebondir un peu juste avant quand même sur le côté, alors pas sur la 5G directement, mais plus sur en fait la façon dont on voit le progrès technologique. Je pense que la low-tech n'est pas non plus incompatible avec une optimisation. Alors c'est un grand mot, mais un progrès de certains systèmes. C'est important dans les systèmes qu'on veut créer de prendre en compte et de connaître en fait les pratiques anciennes qui ont pu exister, qui sont pleines de bon sens, qui sont très astucieuses et puis très économes en énergie. Mais on peut aussi les allier avec des connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui et permettre de les optimiser ou de les rendre plus performants ou plus adaptés à notre mode de vie. Parce que par exemple, mettre un pull, c'est clair que c'est très bien, il faut commencer par là. Mais en dessous de 17 degrés dans un bâtiment, ça commence à faire froid. et après, c'est vrai donc après, ça dépend du mode de vie, mais on va être quand même amené à potentiellement travailler chez soi ou autre. Donc c'est vrai que 17 degrés, en dessous de 17 degrés, ça commence à faire froid et c'est important d'avoir une solution de chauffage la plus low-tech possible. Après, pour l'effet rebond, c'est plus un système va être diffusé, plus, en fait, ça va contribuer à cette diffusion. Ouais, je sais pas si je suis meilleure par. Je sais pas si quelqu'un veut plus en parler que moi. Je peux forcément. Il y a un exemple assez simple d'effet rebond, c'est que en fait, quand on a une autoroute
à 3 voies qui est pleine d'embouteillages, on a tendance à vouloir rajouter une quatrième voie, puis en fait, on se rend compte que on rajoute une quatrième voie et en fait, au bout de 2 mois, elle est à nouveau embouteillée. Donc en fait, c'est quand on présente une innovation d'efficacité dans un système, on se dit c'est cette mise à jour du système va le rendre plus efficace. Et ben en fait, on va augmenter son usage. Et finalement, l'augmentation de l'usage va plus que compenser le gain d'efficacité. Et appliqué à la 5G, on présente effectivement beaucoup la 5G comme étant un système qui consommera moins d'énergie par rapport à la 4G au niveau des antennes, par exemple. Le problème, c'est qu'on va inciter les gens à consommer d'autant plus de données. Et donc derrière, on va consommer beaucoup plus d'énergie, même avec un système qui est plus efficace derrière. Ouais, c'est ça l'histoire en fait, c'est que en effet, quand on parle de l'effet rebond, on parle du rebond des usages. Donc, c'est-à-dire voilà, la voiture je peux aller plus loin pour la même quantité de pétrole, mais en fait, non, je vais acheter plus de carburant, je vais pouvoir aller encore plus loin. Mon chauffage chauffe plus facilement. Bon, au lieu de me chauffer pour moins cher, je vais me chauffer plus, etc. Et c'est vrai que à chaque fois, ça s'est produit comme ça. Donc, c'est pas totalement absurde de se poser la question de ce qui va se passer pour la 5G. C'est peut-être la même chose. Et il y a un impact aussi sur ce genre d'innovation, c'est que par exemple, quand on parle du numérique, de la dématérialisation, c'est le renouvellement de tous les terminaux. Il va falloir renouveler tous les terminaux compatibles 5G ou toutes les choses comme ça. Et là, on rentre sur la guerre des métaux rares de Guillaume Pitron qu'on a déjà cité. Et donc là, c'est pas. Voilà, on retourne à la première question. Plus on a de composants, moins c'est low-tech. Et voilà, je crois que Philippe Biouy, dans son livre, parle de si on changeait nos mobiles simplement tous les 5 ans, on serait à moins 50% de l'impact du numérique entier, du système numérique. Parce que 80 à 90% des émissions de CO2 quand je parle d'impact, c'est impact CO2 de notre smartphone, c'est à la production. Donc ça, c'est bon à savoir de se dire, ok, la première chose, c'est d'acheter d'occasion, de faire du low-tech et pas forcément acheter du neuf si tant est qu'on veut y réduire son impact. Moi, ça m'amène à une question. C'est vrai que finalement, est-ce qu'on peut faire coïncider est-ce qu'on peut faire coïncider la rentabilité et le low-tech? Moi, j'entends pouvoir manger avec avec du low-tech en faisant du low-tech. Biwi, toujours dans le même livre, il dit que le premier impact environnemental, c'est celui de vouloir faire fortune. Et on pourrait se dire, bon, je vais monter une start-up de low-tech, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de changement d'échelle et d'impact plus gros que les valeurs initiales du coup? Ouais, je peux prendre le début de la question si vous voulez. Actuellement, alors déjà des modèles économiques associés à la low-tech, il y en a peu, et ils sont émergents, mais il y en a. Autour de la location, autour de la formation, autour de la recherche aussi, l'éducation bientôt, j'espère. En tout cas, ça émerge. Et moi, ce que je trouve hyper motivant dans ce domaine-là, c'est que si vous, en école, vous avez envie et vous aspirez à travailler dans la low-tech plus tard, vous pouvez peut-être vous dire qu'aujourd'hui, ces métiers, ils n'existent pas. Enfin, ou en tout cas, ils n'existent plus. Et il faudra peut-être les réinventer, les remettre au goût du jour, mais on va pas vous attendre à la sortie de l'école avec tenez 10 offres d'emploi dans telle boîte qui fait de la low-tech, ça c'est sûr. Enfin, ce serait bien, mais c'est pas encore le cas. Mais du coup, tout est à construire. Et moi, c'est ce qui me plaît là-dedans. Et comment manger avec ça? Déjà, la première chose dont il faut prendre conscience, et l'avantage qu'a le domaine de la low-tech là-dedans, c'est que si on est intéressé par ça et qu'on a envie d'y travailler, il y a toutes les chances qu'on ait déjà fait l'expérience sur nous-mêmes de réduire nos propres besoins. Et on se rend déjà compte que quand on sort d'école d'ingénieur, qu'on a un premier salaire à 2000 euros en sortant d'une vie étudiante, et encore on est très favorisé, je l'entends bien, de ce côté-là. Mais clairement, quasiment 3/4 de l'argent qu'on a gagné, soit on ne sait pas quoi en faire, soit on n'en a pas besoin, mais on peut aussi déjà clairement revoir nos modes de revenus, nos envies, et du coup le temps qu'on peut apporter dans des projets qui rapportent peut-être moins financièrement, mais qui nous aident à
réduire nos besoins, qui peuvent aussi nous aider à manger parce que on a peut-être du temps pour s'investir dans des jardins, aider des agriculteurs, ce genre de choses. Donc clairement, il y a plein d'expériences différentes à essayer de vivre, plein de modèles de revenus qui sont différents, l'échange, le troc, le woofing, il y a plein de choses qui peuvent être mises au goût du jour et je pense qui sont vues comme marginales, mais qui gagnent beaucoup de place avec le temps et qui en fait sont totalement légitimes. C'est juste qu'on n'en a pas l'habitude culturellement, mais justement on en revient à la question des imaginaires et si on voyait plus de films, on lisait plus de livres, il y a plus de pièces de théâtre qui parlaient de ces modèles-là, qui parleraient de ces modèles-là, je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise à prendre des risques dans ces domaines. Ouais, moi, ça me donne envie de faire une petite réaction parce que c'est vrai que cet été, je suis parti en woofing pour la première fois. Bon, pour ceux qui connaissent pas, peut-être qu'on va juste définir ce que c'est. C'est un système, le Workaway, le woofing, c'est des plateformes qui permettent aux gens de voyager, de rencontrer d'autres lieux en ayant le gîte et le couvert en échange de votre main-d'œuvre apportée à un projet d'agriculture, de construction, etc. Dans mon exemple, j'ai planté des patates et des radis en échange du gîte et du couvert. Et en plus, j'ai jardiné pour la première fois de ma vie alors que je mange des légumes depuis 20 ans. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et forcément, les low-tech, ça nous amène à ça, une espèce de déconstruction des modèles économiques, mais dans nos imaginaires aussi, et du temps. Et le temps qu'on passe à travailler et toutes ces notions-là. Et là, on en vient à la décroissance. Peut-être que Vincent... il y a quelque chose à dire sur ça? Non, je crois que c'est un des gros défis que rencontre aujourd'hui notre modèle de société, c'est-à-dire que faire du low-tech dans une société de croissance, c'est totalement contradictoire, c'est même se tirer des balles dans le pied d'un point de vue économique. Par exemple, si on commence à faire des produits où tout serait open source, standardisé, flexible, réparable, partageable, etc., ça veut dire qu'on ferait un produit que l'on vend qu'une fois et qui ensuite est utilisé pendant plusieurs décennies et que pendant toutes ces décennies, les gens sont autonomes par rapport à ce produit et on ne continue pas avec l'obsolescence programmée, avec l'obsolescence programmée technique, mais encore plus l'obsolescence programmée culturelle via la publicité, avec le mythe de l'innovation, de toujours créer toujours plus de besoins, etc. En fait, on ne crée pas de possibilité de continuer à vendre toujours plus de choses et donc à faire du profit, à faire de la croissance. Et dans notre système de croissance, il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. C'est ce qu'on a vu d'un point de vue économique l'année dernière, notamment lors du premier confinement, c'est-à-dire que le premier confinement a généré énormément de les conséquences, c'est pareil, une société de travail sans travail est quelque chose qui est tout à fait terrible. Et c'est un peu les points de blocage qu'on a aujourd'hui dans notre société, où on va partir plutôt dans des logiques d'investissement, par exemple sur les énergies renouvelables, sur de la grosse structure, avec des modèles économiques qui vont être basés sur des logiques de rentabilité, etc. Alors qu'il serait peut-être préférable de partir sur des choses où on va aller vers plus de sobriété et plus de low-tech, mais qui ne sont pas rentables. C'est plus rentable d'investir dans des éoliennes industrielles plutôt que dans du panneau solaire low-tech pour faire chauffer de l'eau directement sur des modèles très simples avec des matériaux plutôt locaux, des savoir-faire relativement simples qui sont ceux d'un plombier. Donc ça pourrait créer des emplois locaux, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'une multinationale ou qu'une grande banque peut financer parce que ça rentre pas dans les cadres du modèle économique dominant. Et c'est le grand défi qu'on a. Et je crois que nous, à Cargonomia, on a la chance d'être dans un petit écosystème où on s'entraîne beaucoup, où, comme disait Kevin, on expérimente pas mal l'économie de réciprocité, on expérimente pas mal des modes de vie alternatifs et on peut le faire parce qu'on a ce petit réseau. Mais aussitôt qu'on sort de ce petit réseau, on est très vite démuni et on fait face à beaucoup de problèmes pour faire du low-tech. Chose toute simple, c'est très compliqué de faire du low-tech si on n'a pas autour de soi tout un panel dans nos réseaux de savoir-faire et d'outillage qui peuvent être partagés dans différents ateliers. Si on a besoin de faire du bois et qu'on n'a pas de collègues autour de soi qui ont des outils de base pour travailler le bois ou des compétences de base pour faire le bois, on va se retrouver bloqué, on va devoir aller dans la logique du marché. Et c'est le grand défaut, et je pense qu'on ne peut pas parler de low-tech, et ça a été évoqué tout à l'heure avec le risque de récupération.
crois qu'on ne peut pas parler de low-tech sans se poser la question de notre modèle économique qui est toxico-dépendant à la croissance et qui est donc nécessairement embarqué dans cette logique de devoir toujours créer des produits que l'on va devoir vendre toujours plus. C'est pas que les gens dans les entreprises sont tous des fous furieux qui veulent systématiquement détruire toujours plus la planète. C'est qu'on est en fait totalement aliéné dans un système, dans un imaginaire qui est incompatible avec le low-tech. Et le low-tech est une porte d'entrée pour se poser ces questions-là. Et c'est une porte d'entrée d'autant plus pertinente et efficace, je trouve, c'est que elle n'est pas que théorique, mais elle est très pratique et à travers des solutions très simples low-tech, on peut aborder ces sujets-là avec une très grande partie des populations et on peut embarquer avec nous un grand nombre de personnes. Moi, très souvent, c'est ce que je dis. On parlait d'un retour au passé ou c'est quand je travaillais pas mal avec les gilets jaunes, par exemple. Je leur posais souvent la question lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils avaient, par exemple, la machine à laver qui tombait en panne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et tous répondent qu'il y a encore 20 ans, dans le cadre familial, le cercle d'amis, autour de soi, dans le village ou dans le monde du travail, on avait toujours quelqu'un qui était capable de bricoler la machine à laver et de la réparer. Et on s'arrangeait, on filait un coup, on payait un café ou on buvait un verre de pinard avec la personne qui nous aidait, et puis en échange, on allait aider sur autre chose, et ainsi de suite. Aujourd'hui, face à une machine à laver qui tombe en panne, on ne pourra pas la démonter, et puis on va se retrouver à appeler un numéro payant ou quelqu'un qui fait un boulot à la con, qui pourrait faire des choses beaucoup plus intéressantes, et je plains cette personne, et c'est avec beaucoup de solidarité que je dis, depuis un pays où elle va être payée beaucoup moins qu'en France, peut-être en Roumanie parce qu'ils sont francophones, ou en Tunisie, va nous faire poireauter au téléphone pendant des minutes et des minutes et des minutes pour nous expliquer que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter une nouvelle machine à laver. Et je crois que ça crée énormément de mal-être dans la société, ça crée énormément de tension, d'être dépossédé des savoir-faire, d'être dépossédé dans ton cercle d'amis, etc., de ce type d'économie de réciprocité. Et quand on parle des low-tech, c'est vraiment se poser la question de ce modèle économique qu'est l'ultralibéralisme, qu'est le capitalisme, qui est un système qui est toxico-dépendant à la croissance et qui est un système aussi qui fait de nous des homo economicus, qui fait de nous des agents économiques permanents, avec cette phrase de Mark Twain qui était quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Et aujourd'hui, le marteau dominant qu'on a, c'est malheureusement pas celui de l'entraide, de la solidarité et des low-tech, mais c'est celui de l'économie. Donc même quand on parle de changement climatique, on va poser la question combien ça va coûter, alors que l'enjeu c'est de savoir est-ce que nos enfants pourront hériter d'un espace de vie qui sera vivable. Ouais. Et la décroissance, c'est de poser ces questions et d'essayer de trouver des pistes de réponse au moins. Génial. C'est vraiment, moi je suis super content, c'est assez riche comme discussion. Peut-être que, bon, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être que Rémi, si tu vois des questions auxquelles on n'a pas réellement répondu, si tu as relevé des choses, tu peux commencer à les poser. Moi, j'ai peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, je pense que c'est pas le devoir, mais d'une certaine manière aussi, tout ce que peut apporter un ingénieur dans le monde de la low-tech, c'est aussi d'être capable de remettre en question les modèles économiques. Je suis tout à fait d'accord. Si aujourd'hui les structures qui font de la low-tech en France font tête baissée dans les mêmes modèles économiques de croissance capitaliste, on fonce droit dans le mur. Clairement, on finira par ne plus faire de la low-tech, parce que la low-tech finalement c'est préparer à la décroissance, parce que c'est de la décroissance de besoin, c'est de la décroissance d'usage. Donc on ne peut pas prôner une décroissance d'usage et de besoin avec un modèle économique qui va lui pousser à la surconsommation. Donc une start-up low-tech dont le modèle économique s'appuierait sur on fabrique des low-tech pour les vendre et on ne fait que ça, ben en fait il ne fait pas de la low-tech, clairement. Et là où c'est là aussi que c'est très intéressant la période dans laquelle on vit, c'est que comme disait Kevin, c'est très émergent. Il y a pas de modèle économique préétabli et il y a beaucoup d'innovation en termes de modèle économique. Et le besoin qui a été identifié sur le fait que pour pratiquer de la low-tech, on a besoin d'outils, on a besoin de matériaux, on a besoin de connaissances, etc. Nous, chez Low-Tech Bordeaux, c'est justement c'est un de nos modèles économiques. Enfin, on a trois activités. On a une activité de sensibilisation, ce que fait très bien, par exemple,
le Low-Tech Lab, donc on est très inspiré par ce qu'ils font. Et on a une deuxième activité qui est donc un makerspace. Et c'est vraiment un atelier dont l'objectif, c'est d'apporter aux citoyens tout ce dont ils vont avoir besoin pour eux-mêmes pratiquer la low-tech. Donc, on va mutualiser des outils, on va avoir un magasin de pièces détachées qu'on va récupérer auprès des déchetteries, des réseaux de récup, etc. Va y avoir des cours de bricolage, des ateliers pour apprendre à fabriquer des low-tech, tous les tutoriels en open source. L'idée, c'est que la personne arrive et a à disposition toutes les compétences, toutes les connaissances et le matériel dont elle va avoir besoin pour pratiquer. Et ça, c'est un autre modèle économique par rapport à ce qui se fait habituellement je produis on pourrait très simplement, aller, on développe une low-tech, on la met un peu propre, on la design, et paf, on la fabrique à la chaîne et ensuite on la vend. Et ce qui veut dire qu'à un moment, on voudra jamais s'arrêter. C'est-à-dire que, mince, plus personne n'en a besoin, faut qu'on crée du besoin parce qu'on doit continuer à vendre. Alors que là, notre modèle économique, c'est simplement du partage de connaissances et de compétences. Et je pense finalement, je pense que la majorité des structures low-tech aujourd'hui ont par contre. C'est du low-tech. Hein. Pardon ça a coupé, ça va redémarrer. Voilà. Il y a eu une toute petite coupure. Ouais. D'accord. Ouais. C'est bon, c'est reparti ou? Ouais, c'est reparti. Ok. Je sais plus où j'en étais. Je sais pas où ça a coupé. On a compris l'idée. Ouais, c'est bon. Je pense que ça. Bon, c'était l'ambition, mais je pense que déjà les étudiants vont pouvoir partir avec des bonnes pistes de réflexion. Mais pour compléter un petit peu, peut-être que vous pourriez. Certains ont déjà raconté un petit peu quand est-ce qu'ils ont eu un déclic dans leur parcours. Il me semble que là, Vincent, Baptiste, oui, vous avez tous des formations d'ingénieurs, un peu comme la majorité des étudiants qui nous écoutent. Peut-être que vous pouvez, pour ceux qui l'ont pas déjà fait, raconter un petit moment qui a été une sorte de déclic pour vous. Par exemple, Jean-Baptiste a dit, voilà, j'étais dans une grande boîte, 2 voitures, je me suis dit, c'est plus possible, c'est pas viable ce que je fais, je vais essayer de donner du sens. Et pour vous, peut-être, Kevin ou Manon, qu'est-ce que ça a été? Il y a eu un petit moment de déclic à un moment, suite à l'école, parce que j'imagine que c'est pas encore d'école d'ingénieur que vous avez appris ça. Ouais, non, effectivement, c'était pas en école d'ingénieur. Malheureusement, il y a très peu de cours, voire pas du tout de cours sur l'environnement. Mais alors, j'ai pas de moment particulier où j'ai l'impression d'avoir eu un déclic, mais ça a été progressif. Pendant les 4 ans, pendant les 2-3 dernières années où j'étais salariée. Progressivement, je sentais une dissonance qui était de plus en plus importante et j'avais besoin de plus de sens dans ce que je faisais et voilà, et que en fait que l'écologie soit beaucoup plus au cœur de l'activité que je faisais, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'entreprise puisque il y avait d'abord la volonté de faire du profit. Et donc les choix n'étaient pas forcément les mêmes si on met au cœur le profit ou si on met au cœur l'écologie. Donc il y a forcément au bout d'un moment une dissonance. Et voilà, donc plutôt en continu en fait sur 2-3 ans. Ouais. Kevin, toi, tu as eu un petit réveil de l'école? Ouais, j'ai entendu parler des low-tech en fin de 2e année d'école d'ingénieur, je crois. Et donc j'ai orienté ma recherche de stage de fin d'études en ce sens. Et de mémoire, je crois il me restait 2 choix, soit partir à Paris pour aller travailler sur de l'économie d'énergie à la chaire de l'économie du climat, ce qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai surtout une formation en énergie à la base. Et de l'autre côté, rejoindre le laboratoire d'innovation ouverte du CEA pour travailler sur les questions de ressources limitées et de low-tech. Donc je me suis dit, allez, on va essayer. Et bon, j'ai quand même une petite désillusion, même en travaillant dans ce thème-là, du fait que comparé à tous les autres projets qui étaient soutenus et ensuite intégrés depuis le département d'innovation au sein du CEA ou bien des partenaires, clairement, les projets sur les low-tech faisaient peu écho.
ou du moins peu écho comme moi je les avais en tête ou comme moi je les avais imaginés. Et c'est pour ça que derrière la voie associative permet beaucoup plus de perspective, même si elle est pas forcément souhaitable pour tout le monde et dans tous les cadres. Ça reste, comme dit, ça reste pas des modèles économiques forcément stables, ni pérennes, ni viables. On passe pas mal de temps à chercher de l'argent, étant donné que nos activités directes n'en génèrent pas forcément, enfin du moins pas assez. Et c'est pourquoi on travaille là maintenant plus à... En fait, on a passé beaucoup de temps à documenter des low-tech, des gens qui font des low-tech et à les partager. Et là, on a lancé un nouveau projet en fin 2020 qui s'appelle les enquêtes du low-tech lab, où là, on va plutôt chercher à analyser les organisations en elles-mêmes et qu'est-ce qui les motive déjà, qu'est-ce qui construit leur modèle économique, pour documenter les organisations plutôt que les systèmes techniques qu'elles utilisent, enfin, du moins en plus des systèmes techniques qu'elles utilisent. Et parce que je pense que c'est ça qui va pouvoir permettre à d'autres personnes, au-delà du particulier qui souhaite s'équiper ou avoir un mode de vie autonome. Et bah là, c'est l'étape suivante de se dire, bah non, là, on cible les personnes qui veulent lancer leurs activités ou lancer leurs activités, leurs entreprises, leurs associations, et leur montrer qu'il y a déjà des choses qui existent dans ce sens-là. Ouais, je vois tout à fait. Il y a peut-être, n'hésitez pas à répondre par écrit aussi. Chat, quelqu'un me pose la question. Donc Lucas, donc quelle place pour les high-tech, Internet, télécom, etc., qui sont des outils utiles notamment pour le partage des savoirs? Alors voilà, JB qui vient de répondre que la réponse est dans la question. L'outil, l'high-tech doivent rester des outils au service d'eux, mais pas une fin en soi. Peut-être, Vincent, toi, tu vois quelle place pour les high-tech dans un monde soutenable et durable? Mais de la même manière, ça a été dit tout à l'heure par Manon, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, le low-tech n'est pas nécessairement contre, dans tous les cas, l'utilisation de technologies plus complexes et sur plus grande échelle. Mais une fois de plus, c'est la première question qui est la plus importante, c'est la question de l'usage. Et si on pense démocratiquement que l'Internet est quelque chose qui est souhaitable et que l'on souhaite continuer, donc il est tout à fait intéressant de continuer à maintenir l'infrastructure qu'on a mise en place, câblée, etc. Alors après, est-ce que on veut continuer à avoir un Internet avec des bandes passantes totalement délirantes où on est tous en permanence sur le Netflix et on ne sait plus attendre 20h30 comme quand j'étais enfant en même temps pour démarrer le même film en même temps et le regarder ensemble, mais chacun démarre son film à 1 minute d'écart pour des questions de confort, etc., qui fait qu'on est obligé de mettre en place des data centers extrêmement énergivores dans le Grand Nord avec des systèmes de refroidissement qui sont ceux de centrales électriques. C'est pas la même chose. Est-ce que le partage du savoir, c'est d'avoir des Wikipédia qui sont relativement low-tech et très peu consommateurs d'énergie parce qu'il y a que des petites photos de petite taille, etc. Mais on a de manière collective, co-construite, gratuite, partagée, débattue, toute une intelligence collective et une connaissance commune qui s'est mise en place et on arrive à avoir des résultats tout à fait intéressants. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir des supercalculateurs, des data centers totalement délirants que l'on a pour d'autres outils. De la même manière, on voit aujourd'hui, notamment avec la sidération sur ce qui se passe et les inquiétudes qu'on peut avoir aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, comment nos sociétés sont démocratiquement, culturellement extrêmement divisées, comment les haines augmentent, comment on est devenu incapable de vivre dans des sociétés qui acceptent la différence, qui acceptent des personnes qui ne pensent pas comme nous, parce qu'on ne les rencontre plus, chacun est enfermé dans ces bulles de vérité qui sont la conséquence, là aussi, de systèmes high-tech avec l'optimisation des revenus publicitaires pour les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Et on est complètement dépossédé de la vie en société et ainsi de suite. Là où l'enjeu de Facebook était de nous connecter, de nous faire se rencontrer, Facebook a remplacé le bistrot du coin. Mais le bistrot du coin, quand on regarde avec recul,
il s'avère qu'il était peut-être beaucoup plus efficace pour une société apaisée, une société de débat, une société de rencontre, une société de convivialité, là où Facebook va diviser une superpuissance comme les États-Unis en l'amenant proche d'une situation de guerre civile. Donc c'est toujours pareil, c'est pas pour ou contre. En général, le pour ou contre est toujours une question débile. C'est vraiment pourquoi faire. Ok, ouais, on a bien compris. Repenser les besoins pour mieux repenser les usages derrière. C'est l'idée qu'on va retenir à la table ronde. On va devoir bientôt s'arrêter. On a un planning série. Il y a une autre table ronde qui arrive. Moi, je vais vraiment vous remercier d'être venu. Peut-être un dernier truc très rapidement parce qu'il nous reste 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous êtes de grands lecteurs ou des amateurs de films ou quoi. Vous avez peut-être une petite ressource à conseiller aux étudiants qui nous ont écoutés, qui nous écoutent encore, un petit livre ou quelque chose qui vous a permis d'avancer dans ce cheminement, de repenser les besoins, repenser les usages. Moi, je dirais, peut-être que je coupe l'herbe sous le pied de Vincent, mais je dirais Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Ouais, ok, super. Parce que c'est un, voilà, c'est dans ce livre-là, il ne dit pas que la société va s'effondrer, mais il dit comment elle peut s'effondrer. Et déjà, là, rien que le fait de s'autoriser à y réfléchir, à se dire c'est une possibilité, ça permet de remettre déjà beaucoup de choses en question. Super. Allez, je prends la suite avant que. Moi, je propose un tout petit livre qui est vite lu et qui est assez sympa, qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darleux, qui, en plus de parler du rapport de la personne à l'environnement, parle pas mal justement de ce que vous pouvez vivre ou de ce que vous pouvez entendre en tant qu'étudiant par rapport aux carrières, à quoi on utilise son temps en fait, puisqu'il est précieux. Donc voilà, très bonne petite lecture. Super, génial. Ça a plu à Vincent. Ouais, bon, salut Corinne, qui est une grande amie comme Pablo, et ces deux ouvrages qui sont peut-être complémentaires parce que l'ouvrage de mes amis collapsologues, et je pourrais être critique des fois avec eux, ont tendance un peu à déprimer, voire aussi à dépolitiser. Et je crois que dans cette période-là, il est vraiment essentiel de retrouver l'espoir. Et retrouver l'espoir, ça passe beaucoup par le faire ensemble. Et peut-être le livre que j'ai envie de conseiller, c'est La convivialité d'Ivan Illich, Ouais, qui super. en anglais était plus juste et fait le lien directement vers les low-tech. À l'époque, le terme n'existait pas, mais je crois qu'on est complètement dans les low-tech. Parce que le terme en anglais, c'était Tools for Conviviality. Donc, des outils pour la convivialité. Et puis, sinon, je vais vendre un peu ma soupe. Je propose notre ouvrage collectif qui s'appelle Un projet de décroissance. Mais de manière générale, et on a la chance d'avoir aujourd'hui toute une pléthore de livres sur la décroissance, d'articles universitaires aussi, ou différents articles aussi en anglais. Et je pense que tous ces articles, tous ces textes, tous ces livres sont très bons. Je pense notamment au livre de Serge Attouche, sa maison de collection qui s'appelle Les précurseurs de la décroissance et qui nous invite à travers un voyage dans l'histoire des civilisations à faire des pas de côté puis à se rendre compte que notre civilisation est en fait l'exception. Là, on pense que c'est la norme de partir dans cette logique de toujours plus loin, toujours plus fort, etc. L'ensemble des civilisations passées, en fait, ont toujours créé des traditions, des cultures, des spiritualités, des systèmes politiques et sociaux pour se donner des limites. Et c'est vraiment un des enjeux de se réapproprier le sens des limites, en particulier de rompre avec cette fuite en avant du toujours plus. Super. Manon, peut-être, pour la fin. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un classique quand même, le livre de Biwix, L'âge des low-tech. Ouais, super. Ça pose bien les bases et tout est bien expliqué quand même sur les problématiques. Donc, c'est un livre que je conseille aussi, qui se lit bien. Et après, un autre conseil aussi, c'est aussi de penser à pas que lire des livres comme ça. Et n'hésitez pas non plus à lire de la fiction ou des choses comme ça. Ça détend aussi et ça fait du bien. Oui, on a beaucoup parlé du rôle des artistes dans la transition, de réinventer des imaginaires.
Et je vous remercie d'avoir donné cette saveur un petit peu aux discussions. Bon, ben, on va devoir s'arrêter là. Moi, je vous remercie pour votre disponibilité. Vous avez répondu vite, vous étiez dispo. C'est super cool. Et je vous remercie aussi pour tous les étudiants en école d'ingé qui nous écoutent et qui se posent beaucoup de questions pour leur avenir, je pense, s'ils sont là. Donc voilà. Bon, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère. Au revoir, merci beaucoup.